Bonne nouvelle, tout le monde. Il est enfin acceptable de plaider pour un changement de régime et pour envahir d'autres pays à nouveau. Après 3 ans à nous dire qu'aucun pays n'est autorisé à en envahir un autre, et à quel point il était immoral et mauvais pour la Russie d'envahir l'Ukraine souveraine, et comment la souveraineté des États et la souveraineté des nations est le bien le plus élevé que l'on puisse défendre dans l'ordre international fondé sur des règles, et comment aucun être humain décent ne rêverait jamais d'envahir une nation souveraine. C'est maintenant acceptable. C'est de nouveau acceptable de plaider pour faire exactement cela si les États-Unis le font. Et devinez où c'est de nouveau acceptable. C'est acceptable au Venezuela. Donc Gary posterai cet article du New York Times ici avec vous. C'est pour un vrai article. C'est un article d'opinion de Bret Stephens. Maintenant, les articles d'opinion expriment évidemment les opinions de ces personnes. Mais le fait que ces personnes aient ces colonnes d'opinion nous en dit long sur l'environnement de propagande actuel en Occident. Qui est Bret Stephens? Bret Stephens, né en 1973, est un chroniqueur, journaliste et éditeur conservateur américain. Il a été chroniqueur d'opinion pour le New York Times et contributeur principal pour NBC News. Depuis 2021, il est le rédacteur en chef inaugural de Sapir, une revue de conversation juive. Stephens a été auparavant chroniqueur en affaires étrangères et rédacteur en chef adjoint de la page éditoriale au Wall Street Journal, supervisant les pages éditoriales de ses éditions européennes et asiatiques. À partir de 2004, il a été rédacteur en chef du Jerusalem Post. Au Wall Street Journal, Stephens a remporté le prix Pulitzer pour le commentaire en 2013. Je veux dire, c'est clairement une créature directement sortie du marais de la propagande. Je veux dire, c'est l'un des principaux propagandistes, quelqu'un qui a grandi dans la tarte à la propagande des États-Unis et qui a été célébré par cette tarte et est soutenu et exhibé. Il est aussi conservateur et il publie pour le New York Times, ce journal libéral, montrant apparemment, ou censé montrer, comment le New York Times laisse différentes voix s'exprimer sur ses pages, et comment le New York Times représente, en fait, un vaste éventail de différentes opinions politiques. Mais, fait amusant, toutes ces personnes, lorsqu'il s'agit de questions fondamentales, telles que l'interventionnisme et le changement de régime, sont toutes sur la même longueur d'onde. Que ce soit un parti libéral qui en parle ou un conservateur comme ce personnage. Et lisons à ce sujet. Je veux dire, voici l'idée. Le titre est « Déposer Maduro ». Et ici, en gros, monsieur, Stephens s'adresse directement au président élu Donald Trump et dit déjà, dans son paragraphe d'ouverture, qu'il y a un objectif qui est en retard dans la politique étrangère des États-Unis. Et cet objectif est moralement juste et dans l'intérêt de la sécurité de notre nation. Déposer le régime de Nicolás Maduro au Venezuela par la diplomatie coercitive, si possible, ou par la force, si nécessaire. Et il parle à mon esprit. Il a choisi Maduro et le Venezuela comme cible parce qu'il sait que Donald Trump a toujours un différend ouvert avec Maduro. C'était en 2019 sous Donald Trump, lorsque les États-Unis ont tenté de changer le régime au Venezuela. La dernière fois, il y a eu de grandes manifestations au Venezuela et les États-Unis les ont soutenues. Vous aviez cette nouvelle figure émergente, Juan Guaidó, et les États-Unis l'ont soutenu, allant même jusqu'à l'inviter, et Donald Trump serrant la main de Juan Guaidó et le reconnaissant comme le président du Venezuela. Et nous voici maintenant, avec le New York Times poussant officiellement pour une guerre d'agression contre le Venezuela. Mais passons en revue l'article pour comprendre l'état d'esprit de ces personnes et à quel point nous sommes maintenant éloignés, encore une fois, de l'idée que la souveraineté prime sur tous les intérêts de sécurité ou autres des États. La semaine dernière, Maduro a été investi pour un 3e mandat de 6 ans
après une élection frauduleuse en juillet dernier, que des enquêtes indépendantes montrent qu'il a perdu d'environ 35 points de pourcentage. Il est assez intéressant que le New York Times sache exactement comment s'est déroulée l'élection. Il le sait bien mieux que le comité électoral. Il le sait bien mieux que l'État vénézuélien. Il sait que Maduro a perdu. C'est clair, parce qu'il y a un lien. Et si vous cliquez sur le lien, cela vous mène directement à une autre page du New York Times, qui affirme ensuite que l'élection a été perdue. Ces gens n'essaient même pas d'avoir une apparence de crédibilité. Ils se contentent de lier les articles des uns et des autres et supposent que c'est tout. C'est tout ce dont nous avons besoin. Parce que si vous avez des liens, tout le monde qui regarde une page du New York Times et voit qu'il y a beaucoup de liens sait que la personne a fait des recherches, n'est-ce pas? Et tout cela c'est essentiellement comme des notes de bas de page. Et un article annoté est quelque chose de vrai. Parce que les notes de bas de page signifient la vérité. Les liens signifient la vérité. Donc, plus de liens, plus de vérité. Vraie histoire. L'article nous explique ensuite à quel point le régime actuel au Venezuela est frauduleux et comment Maduro n'est pas un président. Il est juste un dictateur occupant ce siège qui devrait être pris par un ensemble de personnes complètement différents. Et il se plaint de tous les crimes du régime vénézuélien. Parmi eux, en novembre, le régime comptait environ 1800 prisonniers politiques. 1800. Et cela vient d'une personne qui, soit dit en passant, défend Israël, défend ce qu'Israël fait à Gaza en ce moment, et qui ne se plaint jamais, jamais, des 10 000 otages palestiniens détenus par Israël. D'accord. Ces personnes, ces 10 000 personnes. Et ici, nous avons les statistiques de ce groupe israélien, l'organisation à but non lucratif B'Tselem, qui est une organisation de défense des droits de l'homme, et qui essaie de compter les prisonniers palestiniens en Israël, qui dit qu'en juin 2024, le service pénitentiaire israélien détenait 9 440 Palestiniens en détention. Donc c'est quelque chose dont ces personnes, dont il ne se plaint jamais, pas une seule fois, non rien. Mais il y aurait 1800 prisonniers politiques, quelle que soit leur définition, dans les prisons vénézuéliennes. C'est quelque chose qui mérite d'intervenir dans le processus politique interne du Venezuela. L'article mentionne également que beaucoup de gens au Venezuela souffrent de malnutrition, des effets de la malnutrition, des millions de personnes, et l'article ne mentionne pas une seule fois que cette malnutrition est due aux sanctions économiques que le Venezuela subit, imposées par les États-Unis, non par les Nations Unies, mais par les États-Unis, et que ce sont précisément les politiques des États-Unis qui garantissent que la malnutrition et une mauvaise économie ravagent désormais le Venezuela. C'est l'état d'esprit de ces gens, n'est-ce pas? Ils fabriquent leurs propres catastrophes humanitaires, qu'ils utilisent ensuite comme prétexte pour plaider la nécessité d'une intervention, tout comme ils l'ont fait en Syrie, tout comme ils le font partout dans le monde. L'article continue. Et Maduro continue de courtiser nos ennemis, à commencer par l'Iran, qui aurait établi une base de développement de drones sur la base aérienne vénézuélienne. Cela est également très révélateur, car, dans le contexte de l'Ukraine, on nous a dit que chaque pays est libre de choisir ses propres alliances. Chaque pays a le droit de choisir avec qui il veut coopérer militairement ou non. Mais ici, nous voyons encore une fois que cette règle selon laquelle tout le monde est libre de choisir ses alliances ne s'applique qu'aux États vassaux français des États-Unis. Elle ne s'applique à personne d'autre. Si quelqu'un d'autre coopère avec des pays que les États-Unis n'aiment pas, cela est alors considéré comme une menace pour la sécurité nationale des États-Unis et pour la paix et la stabilité mondiale. Et il faut immédiatement couper les liens. Des règles pour toi, mais pas pour moi. Ensuite,
il demande à ce propagandiste ce qui pourrait faire tomber le régime. Il raconte quelque chose qui n'ont pas encore fait tomber le régime et passe ensuite en revue ce qui devrait être fait. Il y a toujours la possibilité d'un coup d'État, dit-il, en parlant des développements internes au Venezuela. Mais les hauts gradés de l'armée sont restés loyaux pour de bonnes raisons. Les hauts responsables sont depuis longtemps soupçonnés de transformer le pays en un centre mondial de trafic de cocaïne et de blanchiment d'argent, selon un article du Wall Street Journal de 2015. Et cette phrase est insultante pour l'intellect à tant de niveaux. D'abord, il utilise un article vieux de 10 ans pour étayer son affirmation. Ensuite, il cite le Wall Street Journal, un autre de ces médias standards aux États-Unis, sans aucune recherche académique. Il cite juste un autre média, et il a dû remonter 10 ans en arrière pour trouver quelque chose qui expliquerait, en quelque sorte, pourquoi l'armée au Venezuela reste fidèle au président constitutionnel et ne le renverse pas illégalement, n'est-ce pas? Donc c'est vraiment insultant. Un article vieux de 10 ans. On peut vraiment voir comment ce type l'a sorti de son chapeau. Ce journaliste lauréat du prix Pulitzer du New York Times. Cette créature des marais numéro 1. Mais ici, il construit l'article vers l'argument principal. Cela signifie que la seule chose qui délogera Maduro et ses acolytes est la combinaison d'un puissant incitatif et d'une menace crédible. L'incitatif est une offre pour qu'ils partent en exil permanent avec ses sbires. Voici l'offre. Les États-Unis, par bonté de cœur, offrent au régime actuel la chance de survivre, de vivre. Ces personnes ne seront pas décapitées. On leur propose de vivre en exil, peut-être à Cuba ou en Russie. Et s'ils n'acceptent pas, eh bien, alors, la menace est une intervention militaire américaine, du type qui, en 1990, a rapidement mis fin au régime du dictateur panaméen Manuel Noriega. Ce qui, soit dit en passant, était un énorme crime de guerre et un crime contre la Charte des Nations Unies, n'est-ce pas? Que les États-Unis sont entrés au Panama et, eh bien, ont lancé une guerre d'agression contre le Panama. Mais il prend cela comme un cas modèle. Vous savez, comment gérons-nous cela? Comment les États-Unis traitent les États sud-américains insubordonnés? Car tout le monde sait que l'Amérique du Sud est évidemment l'arrière-cour des États-Unis. Et si quelqu'un dans cette arrière-cour ne se comporte pas selon les souhaits des États-Unis, alors eh bien ce n'est pas seulement le droit, mais l'obligation des États-Unis de s'assurer que l'arrière reste propre, vous savez, aller et le nettoyer, tout comme avec le Nicaragua, n'est-ce pas? La même chose. Ces gens sont tellement ivres de la projection de puissance des États-Unis et juste de la capacité de détruire d'autres nations avec la puissance des États-Unis que c'est vraiment effrayant. Vraiment, vraiment effrayant. Il continue. Si cela semble belliqueux, c'est intentionnel. Au moins, il l'admet. Maduro et ses acolytes ne renonceront pacifiquement au pouvoir que s'ils sont convaincus que l'alternative est pire. Le point d'une menace puissante est qu'elle réduit les chances de devoir la mettre à exécution. D'accord. Toute votre stratégie est basée sur un bluff. Vous construisez votre stratégie pour le Venezuela en bluffant, en menaçant d'une intervention militaire. Parce qu'au passage, la menace de la force n'est pas non plus autorisée par la Charte des Nations Unies. C'est aussi quelque chose qui constitue déjà une violation du droit international. Mais vous dites, non, non, c'est nécessaire. Et puis, il admet que ça pourrait mal tourner. Quelque chose pourrait-il mal tourner? Cela pourrait mal tourner, admet-il, que si nous devons, eh bien, vous savez, mettre fin à un régime criminel qui est une source de drogue, de migration massive et d'influence iranienne dans les Amériques, ne devrait pas être difficile à vendre à la nouvelle administration. Cela ne devrait pas être difficile à vendre pour les libéraux non plus. La base morale pour destituer Maduro est claire. Il a volé l'élection, terrorisé ses opposants et brutalisé son peuple.
Ce type pense vraiment qu'il suffit de dire que tout ira mieux pour les Vénézuéliens et que c'est donc l'argument libéral pour l'intervention. Et que, eh bien, les catastrophes humanitaires qui surviennent généralement lorsque les États-Unis envahissent des pays, comme le million de personnes qui sont mortes en Irak après l'invasion des États-Unis en 2003, que tout cela est oublié et hors de la conception de ces salauds interventionnistes qui présentent simplement cet argument et que ça ira mieux. Vous savez, ils vont nous aimer. Ils vont nous applaudir. Les gens vont adorer que les États-Unis les bombardent. Cela ne devrait pas être difficile à vendre pour les libéraux. Désolé, j'ai déjà lu celui-ci. Combien de souffrances les Vénézuéliens sont-ils censés endurer? Et à quel point cette crise hémisphérique doit-elle s'aggraver avant que le cauchemar ne prenne fin? Vous pouvez voir la compassion de cette personne, comment il veut sauver les Vénézuéliens innocents. C'est le facteur de motivation. Sauver les Vénézuéliens innocents. Malgré le demi-million, le million ou autre qui pourraient mourir, comme ces interventions américaines apportent toujours d'énormes souffrances et destructions. Demandez simplement aux Chiliens combien ils ont aimé la dictature militaire qui a suivi le gouvernement démocratiquement élu de M. Allende dans les années 1970. Les États-Unis ne s'en soucient évidemment pas. Ces gens ne se soucient pas des gens. Ils ne le font pas. Les raisons humanitaires sont, et il n'essaie même pas de cacher beaucoup. Vous pouvez voir qu'il dit simplement « Vous savez, je vais maintenant vous donner l'argument libéral pour l'intervention humanitaire. » C'est absolument méprisable. Et il termine son article par « Mettre fin au long règne de terreur de Maduro est une bonne façon de commencer la nouvelle administration et d'envoyer un signal aux tyrans ailleurs que la patience américaine, face au désordre et au danger, finit par s'épuiser. » Les États-Unis sont patients, mesdames et messieurs. Ils sont patients avec les dictateurs. Il est interdit d'être un dictateur parce que les États-Unis l'ont dit. À moins que vous ne soyez un dictateur qui fait exactement ce que les États-Unis veulent. Je veux dire, si vous êtes un président non élu dans un autre pays, disons quelque chose comme l'Ukraine, vous avez en quelque sorte suspendu les élections et vous gouvernez simplement par décret, alors c'est acceptable. C'est acceptable. Vous êtes avec nous. Mais si les États-Unis prétendent que vous n'avez pas gagné une élection, mais que vous avez perdu une élection, alors vous devez partir. Vous devez quitter le pays. Vous devez fuir vers la Russie ou vers Cuba. Sinon, les États-Unis viendront vous déloger par la force. Et c'est l'ordre international fondé sur des règles pour vous, mesdames et messieurs. Et je suis un peu soulagé maintenant que nous sommes revenus à un point où dans le New York Times, cela est à nouveau dissible. Et vous savez, la souveraineté des États n'est plus rien qui puisse d'une manière ou d'une autre les sauver de l'interventionnisme américain. Heureusement, les États souverains ne protègent que les amis des États-Unis des interventions par d'autres forces, pas n'importe qui d'autre, dans le monde des interventions américaines. Ce n'est pas ce que ces gens ont jamais voulu dire quand ils ont dit que vous ne pouvez pas envahir une nation souveraine. Vous pouvez, bien sûr, le faire si vous êtes les États-Unis ou l'OTAN, et si vous le faites, pour ces raisons, avec un bon cœur, n'est-ce pas? Quand vous êtes une personne au grand cœur. Et pas seulement parce que vous pensez que le président X ou Y doit partir. C'est fantastique pour moi. Et c'est aussi fantastique que ce soit le genre de créatures du Marais, des lauréats du prix Pulitzer propagandistes, qui domine encore la sphère de la propagande aux États-Unis. Et cette sphère de propagande, vous devez le savoir, est ensuite transmise aux alliés, aux Européens, par le biais de leurs principaux outils de propagande, qui reprennent cela, puis rapportent les uns sur les autres, puis rapportent les opinions des uns et des autres, et ensuite distribuent et façonnent ces concepts de créatures du Marais libérales et conservatrices
comme Bret Stephens. Heureux changement de régime. À la prochaine. Happy regime changing. See you in the next one.